Vous écoutez le premier épisode de la saison Replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les ISO. Cette semaine, on vous propose de découvrir ou redécouvrir l'émission diffusée le 17 décembre 2020 au Coin du Feu avec le photographe et moine bouddhiste Mathieu Ricard et les témoignages des photographes Sebastião Salgado, Yann Arthus Bertrand, Reza, Nikos Aliagas ainsi que son éditrice Emmanuelle Alkin. Cet épisode vous a été présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Alors Mathieu, tu tombes dans la marmite de la photographie dans l'enfance. C'est à l'âge de 13 ans que tu prends tes premières photos avec un appareil argentique télémétrique et plus précisément un Focasport. À l'adolescence, tu rencontres en quelque sorte ton premier maître photographique, André Fatras, qui est l'un, si ce n'est le pionnier de la photo animalière. Il va devenir un ami et t'enseigne les bases techniques de la photographie. Tout jeune adulte, tu fais aussi la rencontre d'un second maître, Henri Cartier-Bresson. Tu commences à réaliser tes premiers reportages et obtiens tes premières publications. Parallèlement, tu entreprends des études de sciences et tu réalises une thèse en génétique cellulaire à l'Institut Pasteur. C'est en 1967 que tu découvres pour la première fois l'Inde et que tu rencontres tes grands maîtres spirituels, comme par exemple Kangyu Rinpoche, et que tu commences à réaliser des portraits. Après ta thèse, tu pars t'installer dans l'Himalaya et tu y restes pendant presque 50 ans. Tu avais très peu de moyens à l'époque et tu as passé les 15 premières années à méditer, étudier et pratiquer le bouddhisme tibétain auprès de grands maîtres spirituels. Tu as toujours continué à faire de la photographie au compte-gouttes pendant cette période. C'est un livre réalisé en 1997 avec ton père qui s'intitulait « Le moine et le philosophe » qui te met sur le devant de la scène et t'offre une visibilité médiatique importante. Tu as rencontré un éditeur américain qui a publié ton premier beau livre de photographie sur l'esprit du Tibet, livre qui a ensuite été republié en France. Tu as exposé au festival Visa pour l'image en 1999 et c'est là que tu as rencontré Hervé de la Martinière et le photographe Olivier Folmy. Tous les trois, vous avez décidé de faire un livre en commun, Himalaya bouddhiste. Depuis, tu as publié environ 12 beaux livres de photographie et le dernier s'appelle Émerveillement. Parallèlement à ton travail de photographe, tu es aussi l'auteur ou le co-auteur de nombreux essais, comme par exemple Plaidoyer pour le bonheur, L'art de la méditation, Plaidoyer pour l'altruisme. Tu as fait de nombreuses traductions d'ouvrages depuis la langue tibétaine et tu es l'interprète français du Dalai Lama. Tu as aussi un engagement humanitaire très important et tu as créé l'association Karuna Sechen, qui apporte son soutien dans le domaine de l'éducation, du social et du médical dans le nord de l'Inde, au Népal et au Tibet. Tu as des choses à ajouter Est-ce que j'ai oublié des choses? Parce que là, c'est exhaustif. C'est bien ça, comme ça, je suis tranquille maintenant. J'ai plus Bah oui, bravo, c'est un petit résumé. Alors, on va commencer peut-être par parler un petit peu de tes inspirations photographiques et de tes maîtres spirituels photographiques, à commencer par Cartier-Bresson. Est-ce que tu le cites souvent? Oui, je t'avais interviewé à l'époque et il revient souvent ce nom-là dans ta bouche. Il revient évidemment dans le nom de beaucoup de photographes, mais quel lien tu unissais à Cartier-Bresson et quel rôle a-t-il joué en termes d'influence dans ta pratique photographique? Alors, curieusement, c'est un drôle de mélange parce qu'en tant qu'ami, en tant qu'objet d'admiration, en tant que parfois certains conseils, en tant que soutien, ça a été quelqu'un de très important. Mais en même temps, c'est une approche, disons, une vision de la photographie qui est très différente, quoi. Voilà, tout le monde qu'on puisse dire. Donc, comment dire? Au début, quand j'avais 18 ans, j'avais montré quelques diapos. Alors, j'avais photographié une copine au travers d'une vitre avec de la buée. Je vais me dire, ça l'a pas impressionné du tout. Et après, bon, je l'ai un peu perdu de vue parce que j'étais parti longtemps en Orient. Et j'ai reconnecté avec lui quand je suis devenu interprète du Dalai Lama parce qu'il était venu en Dordogne, notamment photographier le Dalai Lama, donc comme ils étaient amis de mes parents déjà. Donc nous avons tissé des liens d'amitié très proches. J'allais très souvent le voir, ainsi que sa femme Martine Franck, qui était aussi une grande photographe de Magnum. Et donc c'était un grand personnage. Et puis évidemment, contempler ces photos, l'œil du siècle, on apprend toujours beaucoup. Il m'a donné quelques conseils généraux, par exemple sur la composition. Lui, il se disait plus peintre que photographe, bizarrement. Enfin, il était très. Il voulait être peintre. Hein. Il aimait bien casser les idées reçues.
Et curieusement, il a été dans le même atelier de peinture que ma mère, Yann Le Toumelin, qui a 97 ans aujourd'hui, chez André Lotte. Et il me disait, André Lotte nous apprenait qu'une bonne composition va pouvoir être mise à l'envers et que ça tient la route. C'est-à-dire qu'il y a encore les masses de lumière, de couleurs, les tons, les lignes, disons, sont aussi frappantes à l'envers qu'à l'endroit. C'est vrai que c'est un truc très intéressant. Puis il me disait, tu fais tout au 50 mm, c'est pas la peine de faire autre chose. Des fois, des paysages au 85, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Bon, c'est pas, moi, je ne travaille pas comme ça. Donc voilà, donc sur le plan technique, c'est une école très différente. Évidemment, en tant que personnage et en général, et puis il y a une grande bonté, puisque quand je vais justement, Journée to Enlightenment, mon premier livre, j'ai fait avec Aperture quand j'ai fait l'édition française, même non, à l'époque déjà, j'avais montré le prototype, les épreuves, et puis j'avais rien demandé de spécial, mais quand je suis rentré en Inde le lendemain, j'avais un fax avec une petite phrase où il disait, voilà, je me promenais dans le jardin du Luxembourg, et cette phrase m'est venue à l'esprit. Il disait la vie spirituelle de Matthieu et sa caméra ne font qu'un, de là naissent ces images fugitives et éternelles. On ne peut pas rêver d'un meilleur compliment de quelqu'un comme Henri. Donc voilà, c'est resté avec moi comme très bon. Je l'ai souvent revu, je l'ai vu 15 jours avant sa mort. Il était très serein, 80. Il est devenu bouddhiste à 90 ans. C'est quelqu'un d'assez paradoxal. Qu'est-ce que tu fais de la notion d'instant décisif de Cartier-Bresson? Toi, tu es plus dans la contemplation. Oui. Qu'est-ce que tu en fais de ça? Alors oui et non, parce qu'en même temps, l'instant décisif, c'est absolument vrai. J'ai vu ça quand j'ai fait un livre que peu de photographes pourraient faire. C'était rester assis pendant 1 an sur son derrière pour attendre la lumière. C'est pas fréquent. Sauf que j'étais effectivement assis sur mon derrière pendant 1 an, mais que je n'attendais rien. Simplement, j'étais devant 200 km d'Himalaya, enfin, toute la chaîne depuis l'Annapurna jusqu'à l'Everest. J'étais un petit ermitage de 9 mètres carrés, mais avec une fenêtre qui fait la taille du mur. Donc, je faisais autre chose, je faisais ma pratique spirituelle, mais quand il y avait un moment magique, un moment décisif, une lumière, et ça, vous vous dites, bon, je sortirai dans 5 minutes, ça marche pas. La lumière, ça dure 30 secondes, 45 secondes. Donc, une fois tous les 15 jours, il y avait ce moment décisif qui était la magie d'une lumière extraordinaire qui pouvait être aussi bien au lever du soleil que sous la lune ou autre chose. Donc, voyant ça, je sortais, je prenais des photos pendant 5-10 minutes et puis après, je rentrais l'appareil pendant 15 jours. Des fois, je me promenais un peu sur les hauteurs et de nouveau, quand je voyais le matin très tôt qu'il y allait avoir un lever de soleil extraordinaire sur une mer de nuages avec tout l'Himalaya, du coup, je faisais une petite grimpette au-dessus de mon ermitage. Donc, au bout d'1 an, j'avais un ensemble de photos qui s'appelle Voyage immobile, parce que c'était un peu une blague par rapport à mes amis Yann Arthus Bertrand, Olivier Folmy, qui n'arrête pas de courir le monde, le survoler, faire un livre de paysages sans bouger. Et cette année, d'ailleurs, La Martinière va faire, au bout de 15 ans, une nouvelle édition augmentée de Voyage immobile, 15 ans de plus, toujours dans mon ermitage, où je passe 2-3 mois par an. Donc voilà, c'est le moment décisif, c'est sûr. Et il n'y a pas... Et je crois vraiment que la formule d'Henri qui dit une image où on ne prend pas les photos, c'est l'image qui vous prend. Il y a des moments où on ne peut pas résister, c'est clair, c'est net, arrêtez, c'est là, il faut faire la photo. Et donc là, c'est vraiment le moment décisif. Ceci dit, j'ai aussi une anecdote à ce propos-là, à propos d'Henri. Il était donc venu en 1991. Le Dalai Lama a passé 10 jours en Dordogne. C'était d'ailleurs le plus grand rassemblement qu'il y a eu en Dordogne, je crois, de toute l'histoire, parce qu'il n'y a pas de match de foot en Dordogne. Donc 10 000 personnes en haut d'une colline, c'est pas fréquent. Et il a fait des portraits de Dalai Lama. Et puis il a eu une audience avec lui. Et donc je l'ai introduit comme un des grands photographes du siècle, etc. Et Dalai Lama a dit, bon alors qu'est-ce qui fait une bonne photo, quoi? De nouveau la même question. Et donc, Henri a parlé de justement ce moment décisif, d'être dans le moment présent. Et Dalai Lama, qui est très rompu à la logique, a dit, mais vous n'êtes jamais dans le moment présent parce que quand vous faites la photo, forcément, vous pensez au résultat. S'il n'y avait pas de pellicule dans l'appareil, vous ne la feriez pas. Et puis, quand vous la regardez, vous êtes remis dans le passé. Donc, en fait, vous n'êtes jamais dans le moment présent. Donc, Henri ne sait pas quoi dire. Enfin, voilà. Alors, tu fais beaucoup de paysages, de portraits, de reportages. Où est-ce que tu trouves ton inspiration? Est-ce qu'il y a des photographes ou peut-être même des cinéastes qui t'animent et qui t'inspirent et qui te donnent des idées? Oui, bien sûr. Alors, justement, dans le domaine de la photo, il y a un livre qui était, à mon avis, un livre très précurseur avant l'heure. C'était La création de Ernst Haas. Alors, quand on regarde maintenant, peut-être on peut dire qu'il a un peu vieilli, peut-être, parce qu'il y a tellement de... Mais c'était un livre vraiment assez incroyable.
justement, il photographiait des masses colorées de forêt, des reflets. Enfin bon, c'est un livre que je le reprends encore de temps en temps et ça m'arrive de passer un quart d'heure à m'imprégner des images. Ce que je fais d'ailleurs avec beaucoup d'images de mes collègues photographes. J'aime bien regarder une image qui m'apporte beaucoup et laisser comme on laisse l'eau pénétrer peu à peu dans la terre sèche et imbiber ça et ça éduque, ça transforme votre regard photographique. Donc Ernst Haas, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et puis bon, des photographes de nature comme Galen Rowell, Vincent Munier bien sûr et bien d'autres. Et j'apprends beaucoup en regardant le travail d'autres photographes et des fois je reste très longtemps à contempler une image qui m'ouvre des nouvelles perspectives. Et c'est difficile à décrire, mais ça nourrit le regard. Et si je regarde j'ai retrouvé des vieilles diapos. Malheureusement, ma collection des années quand j'avais dans 20 ans, j'avais mis dans une petite agence qui s'appelait Top Réalité, parce que j'avais fait quelques reportages pour Réalité et Connaissance de la campagne. Et puis, comme je suis parti en Inde et tout, ça a fermé, j'ai tout perdu. Donc, j'ai pas grand-chose de cette époque-là, mais j'avais quand même, disons, des seconds choix que j'ai retrouvés dans des boîtes de diapos. Et je dois dire qu'aujourd'hui, j'aurais mis tout ça au panier tout de suite. Donc, le regard s'éduque avec la durée, forcément. Donc, j'ai côtoyé pas mal de photographes qui m'ont énormément appris. Tu parles de diapos, tu parles de perte d'image. Comment, d'un point de vue plus concret, là, tu parles un petit peu de la manière dont tu te nourris des images et dont tu mûris tes sujets. Comment concrètement tu t'y prends sur le terrain au niveau du matériel et comment tu fais pour justement archiver tes images? Tu as perdu des images comme tu viens de dire, toi qui voyages beaucoup en permanence. Comment tu traites tes images? Comment tu gères ton flux et avec quel matériel tu travailles? Voilà, donc après ça, donc d'abord comme tu l'as fait allusion, pendant 25 ans, donc entre mon départ, disons mon premier voyage en Inde en 67 et puis quand j'ai commencé à être un peu plus, faire le clown à droite à gauche après la suite du moine et du philosophe, j'avais très, 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 très peu de moyens, quoi. Enfin, bon, c'est pas pour me vanter, mais enfin, je vivais avec l'équivalent de 50 € par mois, mais ça allait très bien parce que dans les conditions dans lesquelles je vivais, dans les monastères, les ermitages, ça me suffisait largement. Ceci dit, pour acheter des Kodachrome, le budget est limité. Donc, je faisais, quoi, j'achetais, je sais pas, 15-20 rouleaux par an. Et donc, j'envoyais à Bombay pour les faire développer. Ça revenait un mois et demi plus tard. Alors, quand le petit paquet jaune arrivait, c'était la fête, quoi. Et du coup, on est incroyablement sélectif sur ce qu'on prend comme photo. Notamment au Bhoutan, j'étais toujours fauché, où il y avait des choses. J'ai vécu 10 ans au Bhoutan auprès d'un deuxième maître, des Gokhen Rinpoché. Il y avait des choses incroyables. J'avais accès à tous les monastères qui sont pas ouverts aux touristes, des cérémonies fabuleuses, des scènes absolument hors du temps. Mais je me dis, bon, ça, je peux pas le prendre. Donc, je faisais 1, 2, 3 photos, mais il n'y a pas question de mitrailler. J'avais des FM2 à l'époque, Nikon, j'avais pas de moteur. Enfin, il n'était pas question, ça aurait été une catastrophe. Et voilà. Donc, mais du coup, on est très exigeant sur ce qu'on prend. Alors, la limitation dont j'ai été libéré avec le digital, vers l'an 2000, quand Yann Arthus Bertrand m'a dit, tu sais, tu peux y aller, maintenant, c'est pratiquement aussi bon que l'argentique, etc. Bon. C'est qu'on peut faire des folies, quoi. On peut s'amuser, on peut expérimenter, faire des choses que j'aurais jamais fait. Et donc là, j'ai beaucoup gagné en créativité en essayant en apprenant, en essayant plein de choses un peu extrêmes et donc qui ont permis après de passer à un autre. Ça veut dire que tu photographies beaucoup plus qu'avant? Tu mitrailles, comme on dit ou... Je ne mitraille pas pour rien. Je me rappelle une fois, j'étais à Dharamsala près du Dalai Lama et puis il y avait un photographe d'Amérique du Sud qui est venu me rendre. J'étais dans une petite maison sur un balcon, avec une terrasse qui donnait au-dessus du village. Et puis il est venu me voir et puis je le vois, il se met sur le balcon, puis je le vois, il fait tac, 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 tac. Non, je regarde, puis j'avais rien de spécial. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Ah ben on sait jamais, il me dit. Alors je peux pas ça, je peux pas. Donc par contre, si la lumière est très éphémère, c'est sûr que s'il y a 10 minutes un moment magique, on veut assurer le coup, hein. Donc différents angles, différentes focales, etc. Pour les portraits, alors ça c'est clair. Je crois que tout le monde le sait, il faut être honnête. Si vous faites des portraits un peu en rafale, même si on en fait 5, il y aura toujours une image
différent, de l'œil. avec Ouais. un éclair dans l'œil, quelque chose qui est différent. Et ça, quoi qu'on dise, même si vous avez la plus grande sensibilité, au moment où vous appuyez sur le bouton, d'abord vous risquez de ne pas le voir et ensuite c'est parti. C'est pareil, moi j'ai photographié au Tibet des jeux équestres où les cavaliers passent à toute vitesse et puis ils se baissent pour ramasser quelque chose par terre, ou ils tirent avec un vieux mousqueton sur une cible et il faut voir la poudre qui sort du canon. Je veux dire, là, si on ne fait pas en rafale, soit vous n'avez rien du tout, c'est-à-dire que la poudre, elle est déjà passée, soit elle n'est pas encore sortie. Donc là, c'est un moment qui dure un centième de seconde. C'est impossible de réagir à cette vitesse-là et l'appareil ne suivrait pas même si vous appuyez sur le bouton. Donc là, c'est simplement parce que tout va tellement vite que vous savez ce que vous voulez, mais pour l'obtenir, il faut avoir une marge de manœuvre avec la répétition. Et tu passes beaucoup de temps à la post-production, au traitement de tes images? Alors, je suis très exigeant, disons, c'est que le soir même, j'élimine 90%, parce que bon, c'est vrai, parce que justement, si on en fait un peu, il faut éliminer. Ensuite, je veux surtout pas qu'une image que j'aime pas trop reste à traîner. Et puis après, donc je fais ça sur mon laptop, hein. J'essaie de faire des comparaisons. Donc, je fais une sélection quand même beaucoup plus serrée. Puis après, j'attends. Parce qu'après, il faut quand même laisser les choses, il faut laisser un peu le temps digérer, revisiter. Donc, je commence à mettre des couleurs, des étoiles. Et puis, je prends un peu de temps pour faire ça. Voilà, donc je reviens beaucoup sur les images. Je resserre la sélection. Alors, bien sûr, je garde quand même un certain nombre. Je ne jette pas tout à la fin. Mais pour dire un voyage de 2 mois au Tibet, je garderais probablement dans la collection entre 50 et 100 images dans ma collection principale, quoi. Par contre, j'ai quand même les archives et des fois, en y revenant, je redécouvre des choses. Quand j'ai fait un livre en noir et blanc, Visage de paix et terre de sérénité, je me suis aperçu que des photos que je n'avais pas remarquées, qui en noir et blanc, au contraire, reprenaient vie. Et donc voilà, il faut bien sûr garder les archives, garder les RAW. Ouais, dans ta haute, tu parlais de matériel Canon. Du coup, tu shootes en Canon, c'est ça? Tu es en hybride? Depuis que je suis en digital, j'ai fait à peu près tous les modèles au fur et à mesure. Maintenant, donc, je suis avec le R5. Ouais. Et j'ai. Alors évidemment, quand on est en montagne et tout, ou dans des conditions difficiles, il ne faut pas être trop lourd non plus. Donc, au fil du temps, j'ai raffiné. Je crois que maintenant, j'ai vraiment la combinaison idéale. Alors, en gros, j'ai 2 kits. Un kit léger quand je ne vais pas très loin et que je ne m'attends pas par exemple, le matin, quand je monte pour voir un peu comment est la lumière en haut de ma colline dans l'Ermitage, je ne prends pas 20 kilos. Mais disons, là, je prends le minimum. Je prendrais généralement 11-24, 24-70, ou maintenant, il y a le 24-105 là, sur le R5, et puis le 100-400. Mais si je pars pour de bon au Tibet ou en Islande, là, j'emmènerai en plus, j'ai un 17 à décentrement et à bascule. Au Tibet, le 85 1.2 pour les portraits quand même. Je regrette beaucoup de ne pas l'avoir eu plus tôt parce que c'est formidable pour les portraits. Ah oui, j'aime beaucoup faire des portraits au 400 mm parce que au Tibet, alors c'est pas comme dans les pays où vraiment ils sont contre la photographie, c'est une offense de photographier une femme ou quelqu'un. Là, c'est pas ça. Simplement, ils comprennent pas trop pourquoi on les photographie. D'abord, on photographie les maîtres spirituels, les gens respectables. Ou on fait alors une photo de famille où tout le monde s'aligne de façon très officielle. Mais faire des petits portraits de vieillards ou d'enfants ou de femmes nomades, maintenant un peu plus avec les téléphones, mais avant c'était un peu inusuel. Donc c'est vrai que même si on les connaît, on les fait sourire et moi je parle tibétain, ils me connaissent à peu près tous parce que je fais des projets humanitaires. Néanmoins, d'être sous leur nez, ça les met un peu mal à l'aise. Non pas qu'ils soient contre, mais bon, ils sont plus aussi naturels. Tandis qu'au 400 mm, s'il y a une foule dans une fête avec un festival de danse et tout ça, c'est très rigolo parce que on peut faire un portrait à 10 mètres. Et puis le gars, il n'est pas très sûr que c'est lui. Puis je fais un portrait où il a l'air sérieux. Puis après, je le regarde. Là, il éclate de rire. Du coup, je fais un autre portrait. Donc, j'ai des séquences comme ça d'un nomade costaud, très sérieux. Puis après, éclatant de rire avec un beau sourire. Donc, ça permet de prendre. Ils savent que c'est eux. Ils sont assez flattés que je les prenne à distance finalement. Et ça donne des portraits très naturels. Et on n'est pas dans l'espace. On envahit un peu l'espace privé des gens. Et puis, on a quand même cet effet bokeh qui
qui est le même, parce qu'à cause du 400, plutôt que de faire au 85. Donc ça, je fais souvent ça. Et ça fait des images magnifiques. Hein. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur tes projets photographiques. Est-ce qu'il y en a un dont tu es particulièrement fier et que, surtout, comment est-ce que tu les construis et est-ce que tu les prépares? Alors, c'est vrai que j'ai jamais eu beaucoup de projets photographiques. Alors, j'ai plutôt vu ce que je pouvais faire après avoir accumulé des images pendant un certain temps. Notamment le premier livre qui était sur la vie et le monde de mon deuxième maître des Hokkensé Rinpoché. C'était passer 13 ans, jour et nuit quasiment, auprès d'un très grand maître qui était un des maîtres du Dalai Lama, qui rentrait 2 fois au Tibet après 30 ans d'exil, avec 1000 cavaliers qui l'attendaient dans une plaine. Enfin, je veux dire, bon, s'il avait fallu mettre ça sur pied, hein, ou Bertolucci avait dit que ça lui aurait coûté $1 million, quoi. Donc, moi, j'avais tout ça offert. Donc, c'est vrai que j'avais un matériel très riche. Et quand j'ai montré ça à Michael Hoffman, le directeur d'Aperture, évidemment, tout de suite, il a décidé qu'on faisait un livre ensemble. Donc, c'est des choses qui se cristallisent avec le temps. Je pars pas en reportage où il faut que je fasse quelque chose pendant 8 jours. Ça, c'est un peu difficile. Moi, il me faut du temps, vivre là, attendre quelque chose qui se passe, la lumière, les personnes qui s'offrent finalement à vous au fil du temps, si vous vivez quelque part. Donc, tout l'Himalaya, c'est vraiment 50 vies. Donc, de ce point de vue-là, les 2 livres qui me tiennent plus à cœur, c'est le premier, donc L'Esprit du Tibet, qui est la vie de mon deuxième maître. Et puis, un demi-siècle dans l'Himalaya, qui évidemment est la somme, je ne peux pas faire ça 2 fois, hein, à 74 ans, le deuxième demi-siècle, je crois que c'est rapide. C'est presque une monographie. Hein. Voilà, donc ça, c'est effectivement ça. J'ai mis un peu tout mon cœur et j'ai essayé tous les aspects. Et donc, voilà. Mais par contre, il y a un livre où j'ai un des rares livres auxquels j'ai voyagé pour accomplir ce livre, c'était le livre sur l'émerveillement. Parce que j'avais cette idée que qu'est-ce que je pouvais faire moi, modestement, pour contribuer à la prise de conscience sur les problèmes climatiques qui sont le grand défi du 21e siècle, sans aucun conteste. Hein. C'est le grand défi de l'humanité aujourd'hui, pour préserver la biodiversité, pour les futures générations, etc. Est-ce que c'est justement ces messages-là que tu veux transmettre dans tes photographies? Quelles sont les valeurs et les messages que tu souhaites véhiculer dans tes images? Alors, de toute façon, primairement, c'est l'idée que j'ai vu ça à Visa pour l'image, j'avais été un peu choqué que sur, je crois, 35 expositions, il y en avait 32 qui étaient, à l'époque, c'était le Kosovo, il y avait la mafia en Sicile, les drogués à Brooklyn, enfin, c'était pas très ouf. On en prenait plein la figure. Et il y avait 2 expositions qui permettait de respirer et qui donnait un peu une bonne idée de la nature humaine, c'était celle d'Olivier Folmy, justement, et la mienne, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés aussi. Donc, l'idée, c'est que, il faut montrer les images de souffrance, d'oppression, de famine au Biafra. On sait que ça a déclenché beaucoup de bonnes choses pour pallier l'injustice, à la discrimination, etc. Mais le risque, c'est un peu comme l'overdose des mauvaises nouvelles et de la violence et tout ça, c'est de tomber dans le syndrome du mauvais monde, c'est-à-dire que et d'oublier la banalité du bien, c'est-à-dire que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains finalement se comportent de façon décente les uns envers les autres, et que la coopération est quand même beaucoup plus la norme que de se taper dessus. Hein. On se félicite pas à la sortie d'un cinéma ou d'un avion que les gens ne se sont pas bagarrés, c'est normal. S'ils se bagarrent, on en parlera longtemps. Donc, d'essayer de ne pas tomber dans ce syndrome du mauvais monde, l'homme est mauvais, le monde est mauvais, mais de montrer le potentiel de bonté, de beauté, la beauté intérieure de l'être humain qui est liée à l'altruisme, qui est liée à la coopération, qui est liée à la tendresse, qui est liée à tout ce qui fait qu'une vie humaine vaut la peine d'être vécue. Et alors, justement, pour le dernier livre de l'émerveillement, montrer la beauté de la part sauvage du monde qui engendre l'émerveillement. L'émerveillement engendre le respect de ce qui vous émerveille. Vous n'allez pas détruire ce qui vous émerveille, que ce soit un visage souriant d'un enfant ou un paysage sublime ou un animal. Donc, si vous avez du respect pour ce qui vous émerveille, vous allez être concerné par son sort. Si vous êtes concerné par son sort, ça peut mener à l'action si ce qui vous émerveille est menacé. Donc, c'est une façon constructive et positive de faire passer un message sur l'environnement, et j'avais été encouragé dans ce sens quand j'avais entendu parler d'une campagne des Verts en Allemagne, où au lieu de répéter les très mauvaises nouvelles les scientifiques nous donnent à juste titre sur la crise environnementale,
ils avaient mis des très grands posters de magnifiques paysages dans la ville et ça avait un impact très motivant pour les gens. Donc, je me suis dit, bon, moi, à mon humble niveau de photographe, donc j'étais avec un ami en Islande, sur les hauts plateaux, dans un endroit très, très solitaire, et je me suis réveillé le matin devant un grand plateau de lave noire avec de la neige par-dessus, puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je photographe de l'Himalaya, je sais pas, un endroit de pèlerinage bouddhiste. Et je me suis dit, je suis là, c'est l'émerveillement dans cette beauté incroyable de l'Islande, ces lumières fabuleuses. Et donc, c'est ça que je veux partager. Donc, au lieu de faire un livre sur l'Islande, parce que après tout, je n'ai pas beaucoup photographié les Islandais, enfin, ça n'avait pas beaucoup de sens pour écrire un texte. Je me suis dit, mais bingo, l'émerveillement, c'est un très beau thème. D'abord parce que c'est assez poétique. Ensuite, il y a des études scientifiques qui montrent que l'émerveillement, justement, augmente le sentiment que quelque chose de plus grand que soi. Donc, ça favorise l'altruisme, ça a été montré. Et puis, l'émerveillement mène à l'idée de protéger la nature. Donc, du coup, ça m'a permis d'utiliser des photos que j'aurais jamais utilisées parce que j'ai été dans le Yukon, j'étais un peu en Patagonie autour du Fitzroy. Puis, dans mes voyages, parfois, j'avais une photo en Australie, une photo en Corée. Je ne pouvais rien en faire à part des photos d'exposition. Mais là, je pouvais rassembler tout sous l'égide de l'émerveillement. Donc, ça m'a permis d'utiliser des photos que normalement, je n'utilisais pas parce que mon plein de ma niche, c'est quand même l'Himalaya. Est-ce que, au fil du temps, tu as réussi à trouver un lien entre ta pratique de la méditation et ta pratique de la photographie? Oui, alors c'est vrai qu'on demande souvent ça. Est-ce que la photographie est une démarche spirituelle? Alors moi, je ne veux pas trop me prendre la tête avec ça. Je pourrais même dire que c'est presque une distraction. Ma manière favorite de me distraire. Ceci dit, je crois que cette idée de présenter la bonne part de la nature humaine, l'interdépendance entre tous les êtres, la non-violence vis-à-vis des êtres humains, des animaux et de la nature, c'est un concept extrêmement bouddhiste, cette idée globale. Et que dans ce sens-là, notamment photographier les grands maîtres spirituels, cette beauté intérieure qui n'est pas la beauté hollywoodienne ou la beauté grecque, mais une beauté de l'éveil, de la sagesse, de la compassion qui transparaît sur ces visages, qui n'ont pas les critères de la beauté habituelle, mais qui émanent une immense sagesse et une immense bonté. Donc ça, ça rejoint disons, ma démarche de moine bouddhiste. Et puis, bon, l'idée d'être là, et puis, encore une fois, comme ce voyage immobile, sans rien attendre, et puis quand quelque chose arrive, ben voilà, on est là, on est présent. C'est aussi assez contemplatif. Ceci dit, si je suis en train de faire une pratique, c'est vrai que c'est un petit côté distrayant, je suis obligé d'arrêter pour sortir, mais bon, que j'ai le temps. Quand je suis pour un an dans mon ermitage, je fais du rattrapage. Tu voyages beaucoup, mais tu es aussi très engagé. Cette année, Karuna Sesshen, que tu as fondée, fête ses 20 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette association et sur ton engagement humanitaire? Voilà, ça a commencé d'ailleurs avec le moine des philosophes, puisque avant ça, donc, comme je vous le disais, j'avais aucun moyen. Et puis du fait que mon père, Jean-François Revel, était déjà un écrivain connu et apprécié, donc, si vous voulez, quand j'ai vu le contrat qui était fait pour ce livre, je me suis dit, mais moi, j'ai pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que je vais en faire? Donc, plutôt que d'avoir des ennuis avec les administrations, je me suis dit, je vais tout de suite refaire un contrat pour que les droits d'auteur aillent à une fondation. Au début, c'était la Fondation de France. Et puis, je demandais où est-ce que je voulais qu'on envoie ça à différents projets. Et puis, peu après, on a fondé notre propre association, Karuna Sesshen. Bon, ça fait 20 ans que ça existe et c'est dédié effectivement à l'éducation, comme tu l'as dit, les services sociaux, l'autonomisation des femmes, la formation professionnelle, la santé, etc. En Inde, au Népal et au Tibet. Et on commence un tout petit peu en France. On va lancer en janvier un programme avec le SAMU social. On va former une centaine de personnes pour pallier au burn-out, qui était très fréquent dans les travailleurs sociaux dans le milieu hospitalier. J'ai aussi fait 3 conférences au CHU de Bordeaux sur le problème du burn-out est très, très aigu, particulièrement depuis le Covid, avec toutes les urgences, etc. Je travaille aussi avec L214 pour essayer de voir qu'on peut faire des choses ensemble. La fondation de Jane Goodall, Good Planet, pour faire quelque chose pour les animaux. Donc, on essaie de s'engager un peu aussi en France. Mais en gros, en 20 ans, au début, ça a commencé avec une bande de copains, avec les moyens de mes bouquins, puis des philanthropes nous ont rejoints, des fondations familiales. Donc, on est passé d'un tout petit budget, on a grandi. On a réalisé à peu près 80 projets au Tibet, puis un peu partout. Donc, aujourd'hui, de fil en aiguille,
nous sommes à aider près de 350 000 personnes par an, quand même, tous les ans. Au Tibet, on a construit 25 cliniques, 25 dispensaires, donc 25 écoles, 18 ponts. On soigne environ en Inde et au Népal plus de 100 000 patients par an. On fait de la formation, de l'alphabétisation des femmes. On a fait 70 000 jardins potagers chez les fermiers de l'Inde qui font de la monoculture. Donc, ils allaient acheter leurs propres légumes et fruits au marché, c'est complètement idiot pour un paysan. Donc, ils ont leur propre jardin potager pour être autosuffisants. On travaille dans les écoles communales et maternelles pour l'apprentissage coopératif par le jeu. Pas plein de programmes. Alors Mathieu, tu reverses toujours tes droits d'auteur à l'association. Si des auditeurs veulent soutenir Karuna Session, quelle solution ils ont? Oui, alors donc effectivement, moi je donne 100% de tout, la photo, les expositions, les droits d'auteur, ce qui permet de faire en sorte que, donc du coup j'ai décidé de faire le truc qui est moins sexy, disons, c'est de financer tous les frais de salaire des gens qui travaillent à droite à gauche, ce qui fait que 100% des dons vont sur le terrain. Donc tous les frais de fonctionnement, je les couvre avec mes droits d'auteur parce que c'est facile. Donc nous avons de plus en plus effectivement de gens, de petits donateurs qui souvent sont très fidèles. Nous avons plusieurs milliers maintenant et qui soutiennent les projets. Donc c'est très très facile. Il y a un site. Alors le nom est un peu compliqué, je dois avouer, mais bon. Karuna, Karuna, ça veut dire compassion en sanskrit, donc c'est très compréhensible en Orient, mais un peu moins ici. Et comme il y avait déjà pas mal de Karuna, on a obligé d'ajouter le nom de notre monastère, Session, avec un tiret. Donc évidemment, en temps de crise, comme vous imaginez, la philanthropie aussi, c'est plus difficile. Oui. Nous, on a eu de la chance, on a fait des campagnes basées justement sur l'idée de l'altruisme, de la solidarité, et on n'a pas trop été affectés, mais néanmoins, nous avons énormément besoin d'aide pour continuer à aider. Nous avons des programmes spéciaux Covid en Inde et au Népal. Nous avons aidé plus de 20 000 personnes plus défavorisées, c'est-à-dire les personnes vraiment qui n'avaient rien, même pour manger, des personnes âgées, handicapées ou qui n'avaient plus du tout. Donc, on a fait plusieurs catégories, première urgence, deuxième urgence, troisième urgence. Et donc, on poursuit ce programme tout en essayant de remettre en place les programmes habituels. Donc, votre aide sera tout à fait bienvenue. Et encore une fois, 100% seront utilisés directement pour les bénéficiaires. Très bien. Merci beaucoup. Alors Mathieu, on a une petite surprise pour toi. J'adore. On a réussi à pirater ton téléphone. Je ne sais pas si tu es au courant. Tu as 5 messages d'amis à toi en absence. Ils voulaient te passer un petit mot pour les fêtes de fin d'année. On les écoute. 5 messages en absence. Vous avez 5 nouveaux messages. Salut Mathieu, ravi de te faire ce petit message car tu sais l'affection que j'ai pour toi, on se connaît depuis assez longtemps. Alors plusieurs choses, d'abord je suis très jaloux de toi, d'abord tu es beaucoup mieux habillé que moi, tu es beaucoup moins emmerdé quand tu voyages, pas besoin d'avoir un gros sac, ni des gros placards. Plus sérieusement, je suis jaloux parce que tu es un très très bon photographe et tu vas dans des endroits absolument sublimes et magnifiques. Et ça m'énerve un peu. Et tu fais même de la photographie aérienne très très bonne. Donc, je veux essayer de dire que je t'aime très fort et qu'on se reverra comme chaque année à la Fondation quand tu vas faire ton cours de méditation pour 2000 personnes. Je t'embrasse, mon Mathieu. Bonjour Mathieu, c'est Sébastien Salgado. Tu sais, pour ce temps nouveau qui arrive, tout particulièrement, j'ai envie de te souhaiter une très belle et complètement différente année 2021. On a besoin d'un peu plus de douceur envers les uns les autres, un peu plus de sagesse et de responsabilité vis-à-vis de notre planète et de ce qui nous entoure. Bonne année, profonde, éclairée et sereine, Mathieu. Et continue à nous faire de très belles photos. Ciao. Mon cher ami, mon cher Mathieu, c'est Nikos Aliagas. Je voulais te dire avec ce message mon admiration, mon respect pour l'homme que tu es, pour la façon que tu as de regarder le monde avec compassion, avec gratitude, avec générosité. Tu peux aisément photographier un visage en Occident ou tout simplement le haut d'une montagne en Orient. Tu es entre deux mondes, tu es d'ici et d'ailleurs, tu es d'aujourd'hui, dans l'instant même du centième de seconde qui prend la photographie, mais tu es aussi un homme d'hier et un homme de demain. Pour toutes ces raisons, je ne peux que rester en admiration devant ton travail photographique et devant la sagesse qui est la tienne. Plein de bonnes choses. Cher Mathieu, tu sais, les 2 derniers mois,
j'ai été témoin d'une souffrance humaine terrible dans les montagnes de Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan. Et j'ai beaucoup pensé à toi et le message de paix que tu aimes. Et j'espère que nous arriverons ensemble d'œuvrer de plus en plus pour la paix universelle, pour la sauvegarde de l'homme et de l'humanité, ce que nous aimons tant. Mathieu, c'est Emmanuelle, ton éditrice. Je me souviens qu'en 1999, à Rouen, j'avais 23 ans et c'est la première fois que je te rencontrais. J'ai un souvenir très précis de ce moment. Je pense que toi, tu ne t'en souviens pas du tout, plus du tout. J'étais jeune étudiante en tibétologie et je venais me faire dédicacer un de tes livres. À l'époque, te rencontrer, pour moi, même quelques minutes, signifiait beaucoup. C'était assez fort. Et quelques années plus tard, mon chemin croisa celui de ton grand ami Hervé de la Martinière et je suis alors devenue ton éditrice photo et nous avons depuis réalisé ensemble presque une dizaine de livres. Je voulais donc te remercier, Mathieu, pour ta fidélité, ton engagement, mais surtout pour ta simplicité et cette manière si évidente que tu as souvent de penser la vie et qui me manque tant. Donc je voulais te remercier pour ça et te dire que ça m'inspire chaque jour. Fin de vos nouveaux messages. Menu principal. Vas-y donc, quelle brochette. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Ouais, alors on remercie chaudement, Emmanuel Alkin, Yann Arthus Bertrand, Sebastião Salgado, Reza et Nikos Aliagas qui n'ont pas hésité une seule seconde dès lors qu'il a été question de te faire un petit clin d'œil et de te rendre un hommage. Ça, c'est trop bien. Est-ce que je peux réagir un peu ? Bien sûr, avec plaisir. Alors d'abord, Yann, bien sûr, mon cher Yann, donc c'était très sympa de l'entendre. Alors, j'essaie toujours de plaisanter Yann en disant je vais faire un livre, la Terre vue du ciel d'un avion de ligne. Non, parce que moi, j'ai pas les moyens de voir un hélicoptère comme lui, en enlevant les portes et tout. C'est ce que je voudrais faire en Islande d'ailleurs. Donc, je suis obligé d'affronter les carreaux des avions. Quand je vais dans le cockpit, c'est un bonus, mais j'ai réussi quand même à faire quelques photos. Évidemment, je suis un peu plus haut, donc voilà. J'ai proposé ça une fois à un magazine, et ils m'ont regardé en rigolant. La Terre vue, c'est de l'avion de ligne. Enfin, c'est pas matérialisé. Donc, merci beaucoup, Yann. C'est grâce à lui que je suis passé au digital. À l'époque, quand j'avais pas le sou, il me disait tiens, donnez 100 pellicules à Mathieu. J'étais vachement content, j'en avais pour l'année. Sébastien Zagaldo, je l'ai rencontré brièvement dans les escaliers de la Martinière. J'avais aucune idée qu'il savait qui j'étais. Je suis très touché et flatté. Je dois dire que quand j'ai vu la couverture de Genesis, je me suis dit bingo, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce livre en noir et blanc. Parce que je me disais bon, il photographie plus en noir et blanc, il doit y avoir un truc là-dessous. Donc comment est-ce qu'on peut faire des belles photos à partir de la couleur? Et bon, finalement j'ai appris que c'était pas le même système que moi, mais bon. Mais donc j'ai aucune idée qu'il savait qui j'étais, mais je suis très très heureux. Et puis Reza, je l'ai rencontré 2-3 fois, bien sûr, beaucoup d'estime pour son travail. Ma chère Emmanuelle Alkin, bien sûr, je savais pas du tout qu'elle m'a pas raconté cette histoire de Rouen. C'est un grand plaisir. Puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, Nico, ça adorable, il est tellement gentil. Donc voilà, on a souvent correspondu et on a une grande affinité d'amitié. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la saison replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les ISO.